Parle-moi de ta première fois dans un bloc. Est-ce que c'est flippant? Est-ce qu'au contraire, c'est rassurant? Dis-moi. La première fois, ça a été de la neurologie. Donc, on touchait à la tête. Et en fait, quand je voyais certaines choses, je me disais, mais jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait faire ça. Salut les amis, c'est Colin, bienvenue dans Extra, l'émission qui vous permet de découvrir le parcours extraordinaire de personnalités comme vous et moi, plutôt ordinaires. Aujourd'hui, on est avec Emma Blantailleur, une illustratrice scientifique spécialisée dans le domaine médical. On va vous détailler tout ça dans un instant. Et pour le reste, vous pouvez retrouver Extra très facilement sur Spotify en podcast si vous n'avez pas le temps de vous poser devant une vidéo. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, soutenir le projet parce qu'on a besoin de vous pour aller chercher plein de personnalités en tout genre et faire décoller l'émission. C'est parti, on commence avec Emma. Salut Emma, comment tu vas? Mais ça va bien. Ça va bien? Ouais. Je t'ai fait voyager un petit peu, tu m'as dit ça en off, là je t'ai fait voyager pour être là pour l'interview, donc un grand merci. Je vais en profiter, on va commencer par les bases. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire comment tu t'appelles entièrement, ton âge, ton expérience aussi dans ta profession, depuis combien de temps tu exerces, et puis ta région d'origine, parce que sur Extra et via le Média Vive, c'est quelque chose auquel on accorde beaucoup d'importance. Donc, moi, je m'appelle Emma Blantailleur. Je suis illustratrice scientifique et médicale. Ça fait 2 ans que je suis diplômée. Et je viens pas du tout de Paris. Moi, j'ai grandi en fait dans les montagnes de la Savoie, donc D'accord. près des stations de ski. On a plus l'habitude, enfin les Parisiens ont plus l'habitude de venir en vacances à cet endroit-là. Ouais, Moi, j'ai d'accord. grandi là-bas Et ton âge? et j'ai 24 ans. D'accord, toute jeune en plus du coup. Ouais. Ok, merci, nickel. Bah, c'est parti, j'ai plein de questions à te poser. Alors je vais pas perdre de temps, on y va. Grossièrement, un petit peu pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ton métier au quotidien? Alors, illustratrice scientifique et médicale, c'est un métier qui n'est pas très courant. Non. Et on est amené vraiment à faire de la vulgarisation scientifique D'accord. pour différents publics en fait. Donc c'est pour le grand public. Dans la partie médicale, ça peut être pour des professionnels de santé assez variés, des D'accord. médecins, des infirmiers, des Ok. aides-soignants, et éventuellement de manière plus large, la partie aussi du secourisme, éventuellement, des pompiers, D'accord. des secouristes de manière large. Donc toi tu dessines ce que tu vois, que ce soit enfin, dans tout milieu, parce que tu me l'as dit, c'est scientifique, donc ça se réduit pas simplement au médical. Oui. Mais tes dessins, du coup, permettent de mieux comprendre ce qui se passe, ce dont il est question notamment dans le cadre médical, viser un petit peu la partie concernée par l'opération, c'est ça? Tout à fait. Alors le domaine médical est extrêmement large, Ouais. donc on traite aussi bien de l'anatomie purement symbolique, Mhm. et aussi des opérations chirurgicales éventuellement, euh, un échange avec les patients Mhm. qui peut être compliqué, et donc l'illustration va permettre en fait une compréhension plus aisée des sujets médicaux. D'accord, ok. Donc, enfin, c'est souvent le cas, hein, quand on se retrouve avec un médecin, on comprend pas forcément toutes les parties qui sont concernées, ce qu'on va nous faire. Toi, tu interviens justement pour rendre ça un peu plus accessible à tout le monde. Oui, pour que le médecin éventuellement ait des outils avec lui, Oui. que ce soit l'administration d'un médicament, je pense par exemple, je sais pas, l'adrénaline pour quelqu'un qui ferait des réactions allergiques, D'accord. c'est quelque chose qui est pas inné pour le grand public, Mhm. et donc éventuellement avoir comme un système de mode d'emploi un petit peu, Mhm. éventuellement de comment s'utilise un dispositif médical. Ton métier, tu me l'as dit, il est très peu connu. En réalité, on n'imagine pas toutes les personnes qui peuvent tourner autour du médical, que ce soit dans le cadre du bloc opératoire, mais même dans l'accompagnement des patients. Ça se délie un petit peu, on apprend de plus en plus de choses. Mais c'est pour ça que je voulais que tu sois avec nous aujourd'hui, parce que j'avais aucune idée de potentiellement ta présence dans un bloc opératoire. Je vais en apprendre justement un peu plus sur ce que tu y fais, comment tu collabores avec les médecins, à quelle fréquence tu y es. Donc j'ai plein de questions pour toi. Mais je veux reprendre par le début. Comment on décide de faire ce métier-là? Je suppose que c'est pas inné pour une petite fille de se réveiller et dire tiens maman, à 6 ans, j'ai envie de faire ça. Voilà. Donc à quel moment toi, ça te vient à l'esprit, que tu apprends déjà l'existence de ce métier, et à quel moment tu décides que tu veux en faire ta vocation? Alors comme tu dis, c'est pas vraiment une vocation, D'accord. parce qu'en fait je connaissais pas ce métier-là au tout départ. Donc c'est venu plutôt sur le tard. Ce que je savais déjà, c'est que moi j'ai une appétence pour le domaine scientifique, mais très vite j'ai révélé un certain intérêt pour ce qui est de mettre en forme des choses. Mhm. Donc ça s'est plus attiré du côté du graphisme en fait. Donc au tout départ c'est plutôt le domaine de l'édition, peut-être des affiches, des dépliants, et aussi ce côté un petit peu culturel qui m'intéressait, donc la communication pour le domaine culturel. Donc facilement, je me suis orientée vers le graphisme, ce qui m'a fait me tourner vers un bac professionnel en fait, qui était vraiment en communication visuelle, parce que je savais que c'était ce que je voulais faire.
Ce bac professionnel, c'était sur concours, donc c'est vrai qu'il y avait quand même un enjeu de se dire, il y a quand même une sélection qui est faite, il y a un concours d'entrée qui est difficile. Et je me suis lancée en me disant, on verra bien. Okay. Et je me rappellerai toujours de ces mots d'une enseignante que j'avais été voir au moment où je découvrais un petit peu la formation, qui m'avait dit oh Emma, avec les notes que tu as, ne va surtout pas en bac professionnel, ou alors il faudra sortir major de promo et avoir une mention très bien. Okay. Et on se retrouve donc 3 ans plus tard au moment du bac, où je décroche la mention très bien. Bravo. Je suis major de promo. Bravo. Et donc j'ai l'embarras du choix au niveau des écoles. D'accord. Et l'objectif d'avoir fait ce parcours, c'est que je me suis dit, l'idée c'est pas du tout de s'arrêter là. Ouais. Et c'est éventuellement d'intégrer une grande école parisienne pour derrière développer l'activité et pourquoi pas sortir avec un diplôme. D'accord. Et en fait, dans cette école, on se balade dans les sections aussi. Il y a le moment des portes ouvertes où on découvre plein d'autres sections qu'on n'imagine même pas. Et il s'avère que je pousse la porte et je découvre le diplôme qui s'appelle le design d'illustration scientifique. Ok. Et je pense que si j'avais pu avoir des cœurs dans les yeux, c'est un peu le petit smiley qu'on voit sur les téléphones. Ok, incroyable. Où, en fait, j'ai vu les travaux de ces étudiants qui avaient des talents incroyables et je me suis dit, waouh, enfin, quelle surprise. Et en même temps, je me disais, mais Emma, t'as pas du tout le niveau pour faire ça, t'imagines pas des rêves impossibles. Ouais. Mais du coup, c'est rentré dans une case de ma tête et c'est jamais sorti. C'est beau, c'est une belle histoire. J'ai envie de dire, ma vie a un peu basculé au moment que j'ai su que j'étais prise dans cette section. Okay. Et où j'ai pu intégrer du coup l'école où j'étais déjà, mais dans une section assez élitiste. Alors, moi j'avais en tête que ça servait principalement pour les familles, pour les patients, à expliquer de manière un peu plus accessible ce qui allait se passer. Oui. Mais pas que. C'est-à-dire qu'un médecin qui a une méthode un peu novatrice peut très bien faire appel à tes services pour que ça serve, entre guillemets, de notice, comme on a, nous, quand on déballe un article, l'explicatif de tout ce qu'il va faire, du procédé, du résultat attendu, etc. Ouais. Souvent, l'exemple que je donne, c'est demain, on achète un meuble. Ouais. Et avec, on a une notice, et très souvent, il y a des petits dessins, parce que monter un meuble, c'est pas la chose la plus facile. Quand on reçoit 50 planches et 200 vis, ouais. Très compliqué de savoir où on met les choses. Ouais. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'à un moment, le médecin, il peut passer par l'écrit, mais l'écrit dit qu'il faut avoir des connaissances pour intégrer toutes ces connaissances. Par contre, le dessin, lui, tout de suite, il va permettre d'activer des récepteurs qui vont dire « Ah ben, ça y est, en fait, j'ai compris parce qu'il y a un petit dessin qui me l'explique. » D'accord. Donc, pour les patients, c'est super parce que eux, du coup, ils peuvent ne rien connaître au milieu médical, et donc dans ce cas-là, c'est très utile pour eux. Ouais. Mais c'est très utile aussi pour les professionnels qui ont déjà des connaissances, mais qui ont besoin d'apprendre une pratique d'un autre chirurgien, peut-être, quand c'est le cas d'une opération, par exemple. Et lui, il va dire, ben voilà en image comment moi, je pratique cette opération. Et ben à vous, peut-être, de vous intégrer, d'utiliser les illustrations pour vous approprier l'opération et essayer de la reproduire à un autre endroit en France, peut-être, ou à l'étranger même. Ouais. Donc c'est un peu un mode d'emploi. Ouais. T'es la notice Ikea des médecins, quoi. Voilà. D'accord, ok, très bien. Combien de temps tu passes au bloc? Est-ce que tu es là du début à la fin de l'opération? Tes échanges aussi, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui te mets dans un coin, derrière une vitre, et tu es là pour dessiner ce que tu as dessiné? Ou est-ce qu'au contraire, il y a même des pauses mises en place, entre guillemets, par le chirurgien pour te dire hey, « viens voir, c'est ça que je veux que tu vois ». Comment ça se passe? C'est vrai que le chirurgien, très souvent, il me propose, en fait, c'est lui qui va me dire ben, « Est-ce que tu as envie de venir au bloc opératoire avec moi ou avec un de mes collègues pour venir voir vraiment cette opération pour que tu puisses te rendre compte ?» Parce que, en fait, nous, il faut se mettre dans la peau, pareil, j'ai des connaissances médicales, mais je ne suis pas du tout chirurgienne. Non. Donc le médecin, il m'explique, souvent il a des livres, il me montre des images déjà alors souvent des photos, mais c'est des livres médicaux, donc pas accessibles au grand public, donc il me les prête, il me les montre. Mais difficile de se rendre compte quand même. Bah, oui, tu m'étonnes. Parce qu'on n'a pas en mouvement le geste qu'il est en train de faire. Donc très souvent, il me sollicite. C'est pas courant, enfin c'est pas tous les jours, parce qu'il faut quand même garder en tête qu'un bloc opératoire, c'est un lieu stérile, c'est un lieu très contrôlé. Donc c'est beaucoup d'autorisation avec l'hôpital pour pouvoir faire partie de l'équipe du bloc opératoire un jour précis. Donc c'est pas courant, ça arrive pas tous les jours. D'accord. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment lui qui m'accompagne, il me suit. Je suis intégrée à l'équipe du bloc, donc ils m'apprennent tout ce que je dois faire, ils me disent où je dois me placer, mais je suis vraiment dans le bloc, au sein des chirurgiens, parfois même en tenue stérile, comme si j'allais opérer. Ah ouais, c'est incroyable, d'accord. Donc je suis vraiment avec eux. Parfois, il y a des zones qui sont dessinées au sol, si c'est vraiment une opération délicate où je ne peux pas entrer dans la zone stérile. Donc je sais qu'il y a un carré au sol où je ne peux pas dépasser le carré.
Et parfois même, les chirurgiens mettent un petit escabeau pour que je puisse voir d'en haut un peu ce qui se passe Ah ouais, en d'accord. plongée et que ce soit plus facile pour moi. Oui. Parce qu'il arrive que ce soit des petites zones, surtout chez les enfants. Enfin, faut Bah oui, s'imaginer oui, que c'est sûr. Oui. ça peut être des enfants de, je sais pas, 8-10 mois qui sont opérés. Et dans ce cas-là, c'est petit. Et Ouais. donc, soit je peux suivre sur une caméra aussi si c'est trop petit. Oui, sur un écran qui Sur va un permettre de écran, grossir voilà, un où il petit y a une peu. caméra qui est posée au-dessus. D'accord. Soit j'ai un petit escabeau où je peux voir plus en détail. Ou parfois, je peux vraiment m'approcher quand il a besoin de me montrer quelque chose. Je peux avoir des outils aussi au bloc opératoire pour éventuellement commencer à imaginer un peu les illustrations que je vais pouvoir faire. Donc, tu fais quoi? Tu te mets dans un coin du bloc avec ta petite chaise et tu... Voilà, ça arrive si C'est j'ai besoin de fou. m'asseoir, ou alors je suis debout, mais du coup, souvent ce que je fais au bloc, c'est pas du tout précis, parce que je suis pas assez, Oui, j'ai oui, pas, bah, j'ai t'as pas pas les de réponse. conditions Ah, idéales. bah non, évidemment, t'as pas de Voilà. table, t'as rien, t'as pas ton Donc matériel. Je suppose que tout voilà. se fait pas au crayon de couleur ou... Ouais. Oui. Donc très souvent, D'accord. j'ai juste un stylo, je prends des notes très souvent, parce qu'en fait, lui, il va dire des termes techniques, et puis il va pas forcément se dire, ah tiens, je sais pas si elle a compris, Ouais. mais j'utilise des termes. Et toi, tu fais semblant, oui, oui. Donc moi, j'écris tout, puis éventuellement après, c'est là où je peux lui poser des Oui, questions oui, et faire oui. des recherches complémentaires. D'accord. Mais du coup, je prends beaucoup de notes. Parfois, il y a des croquis qui interviennent quand même. Si d'un coup, j'ai une image qui me vient et que je me dis, ben, tiens, ça peut être bien de le représenter comme ça, hop, je fais un croquis. Mais très souvent, ça manque beaucoup de précision. Ok, c'est quand même un peu stressant, non? D'être déjà dans ce monde particulier. Bon, même si tu es un peu plus habitué maintenant, mais tu es quand même dans un endroit, comme je te disais, privilégié. Enfin, on compte sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui sont présentes dans un bloc. Oui. Donc, toi, avoir accès à ça, qu'on te fasse même potentiellement un chemin particulier pour que tu aies accès, c'est fou. Oui. La première fois, parle-moi de ta première fois dans un bloc. Est-ce que c'est flippant? Est-ce qu'au contraire, c'est rassurant? Dis-moi. En fait, il faut se dire, après, moi, il y a peut-être des gens, enfin, moi, à mon âge, j'ai pas subi d'opération, enfin, plutôt bénéficié d'une opération. Donc, c'est l'inconnu pour moi. Je connais le milieu hospitalier, mais le bloc opératoire, je ne connais pas. Ouais. Enfin, je connais dans les films. Oui, Grey's Anatomy. Voilà. Voilà. Alors au départ, le médecin, c'est vrai qu'en plus, il peut arriver peut-être un peu plus tard dans l'opération, au moment où il y a plutôt les anesthésistes, les infirmiers de bloc qui vont mettre en place la salle. Et eux, pour le coup, ils étaient très pédagogues en fait. D'accord. Ils parlaient avec moi, ils me demandaient ce que je faisais, ils me présentaient du matériel. Donc Ok. c'était Bah, c'est rassurant comme premier très contact. rassurant en Ouais, fait. d'accord. Et après, c'est vrai qu'il y a le chirurgien qui arrive, et là, il y a une petite tension supplémentaire parce que c'est un peu le président de la salle, un petit peu. Ouais. Donc, au moment où il arrive, il n'y a pas une tension, mais on va se tait, dire on se que concentre, voilà, il y a ouais. plus de concentration à ce moment-là Ouais. parce qu'on sait que l'opération démarre. Mais en fait, le chirurgien a toujours été là pour m'accompagner et m'expliquer un peu tout ce qu'il faisait. Donc, D'accord. il y avait un côté très rassurant. Après, c'était plus moi, sur le coup, je ne m'attendais pas à voir certaines choses. Donc, D'accord. sur le coup, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh là, je vais reculer un petit peu à ce moment-là parce que je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire et Bah oui. il y a un peu une angoisse qui se... Parce que tu vois des Ça choses installe. complètement folles Voilà. quand même. En Des fait, on opérations voit de des visage, choses. enfin, Voilà. de tout La d'ailleurs. première fois, ça a été de la neurologie. Ah ouais. Donc on touchait à la tête et en fait, quand je voyais certaines choses, je me disais, mais jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait faire ça. Ah oui? C'est Et- quoi qui t'impressionne? C'est le fait d'être vraiment dans la tête de quelqu'un? Ben, en fait, je savais pas réellement comment ils allaient s'y prendre. Je savais que c'était une opération que j'allais traiter sur le crâne. Donc c'était une opération de plagiocéphalie, c'est-à-dire c'est des enfants qui ont pas une forme normale de crâne. Ok. Donc il va falloir en fait adapter leur forme de crâne pour que le cerveau grandisse normalement dans la Mhm. tête. Donc c'est une opération qui se fait très jeune. Et sur le coup, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour reconstruire un crâne? Parce que Ah ouais. là, il est mal formé, donc je savais qu'ils devaient faire des découpes sur le crâne pour faire une autre forme. Mhm. Mais je me suis dit, mais à quel moment... En fait, comment ils vont déjà accéder au crâne? Bah oui. Et quand j'ai vu qu'en fait, ils retiraient toute la peau du crâne pour pouvoir accéder au crâne, C'est ce que tu me- et sur le coup, je me suis dit, wow, ouais, enfin, c'est pas choquant parce que je pense Oui, t'as que quand j'ai même un une attrait approche, pour oui, ça, oui, donc oui. c'était pas choquant, mais sur le coup, c'est pas des images qu'on s'attend à voir. Et t'arrives à dormir après, tranquillement, sans te retourner dans ton lit, sans faire de cauchemars, tout Ben, ça? en fait, le fait d'être dans un milieu sécurisé où on me parle, où on m'explique, fait que je comprends tout. Oui. Donc il n'y a pas un moment où je me dis, mais pourquoi ils sont en train de faire ça? Mais ça reste une opération assez sensible, donc il y avait un peu de tension dans la salle. Et il y a des moments d'extrême concentration où on se dit, même moi, enfin, je me dis, bah, je vais m'écarter un peu là parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin de beaucoup de concentration pour faire ce qu'ils font. Waouh, ok. Donc, D'accord. donc voilà, la première opération, c'est vrai que c'était très impressionnant pour moi, en fait. Mhm. Ok. Et justement, alors tu me disais, t'es peut-être pas le moment où c'est les plus pédagogues, il y a des moments de concentration extrême, comme là tu viens de me dire. Comment ça se passe quand ça s'accélère un peu? Parce que
encore une fois, hein, mon expertise médicale se limite à Grey's Anatomy. Voilà. Donc, on va y aller mollo. Mais quand même, il y a des moments, j'imagine, où ça s'intensifie un petit peu, où par exemple, il y a des complications potentielles, même si elles sont bien gérées, elles ne sont pas forcément fatales, mais elles peuvent être bien gérées, où ça s'active un petit peu, les compresses, les machins. Toi, à ce moment-là, comment ça se passe pour toi? Est-ce qu'au contraire, il faut que tu sois là, proche quand même, pour voir ce qui se passe et pouvoir le dessiner, le matérialiser? Ou est-ce qu'au contraire, tu te mets dans un coin de la pièce, tu n'existes plus? Souvent, je me mets un peu à l'écart quand même au moment où peut-être ils ont besoin de vraiment faire des choses précises. Ou parfois, je le sais parce que le chirurgien, peut-être, il va plus parler pendant 5 ou 10 minutes. Et là, je sais qu'il est peut-être en train de faire quelque chose de vraiment précis. Et quand on parle d'enfants, on est sur des zones petites. Donc, c'est vrai je pense qu'il y a besoin d'une extrême concentration. Après, je ne sais pas aussi, c'est le fait que moi, j'imagine que ce soit sur un enfant. Oui. Et donc, il y a une tension supplémentaire. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on sent une tension et peut-être qu'il y a un moment, ça va pas aller assez vite. Ouais. Je sais pas si chez l'infirmier qui doit donner les outils ou quoi. Et ça peut arriver qu'il y ait vraiment une tension où il y a quelqu'un le chirurgien qui monte un peu le ton ou qui d'un coup s'énerve Ouais. pour une raison indéterminée. Et du coup, dans ce cas-là, moi, c'est vrai que je ne viens pas me mettre à l'endroit où ils sont en train de travailler, mais j'ai plutôt tendance à m'écarter. Ouais. Et à ce moment-là, peut-être aller dans un autre coin de la salle. Après, il y a des opérations, elles se passent toutes, c'est unique une opération. Donc, 2 opérations ne se produiront jamais de la même manière. Donc, c'est vrai que parfois, même si pendant une opération, j'ai pas tout vu, je pourrais revenir à un autre moment peut-être. Enfin, souvent, il y a plusieurs opérations. D'accord, c'est ce que j'avais demandé. Oui, tout ton processus, toi, toute ta mission n'est pas forcément réalisée sur la même opération. Tu peux revenir assister à la même opération, comme tu dis, elle sera différente, mais en tout cas au même procédé initial que 2 jours avant, 3 jours avant, ce genre de choses. Alors, c'est justement l'intérêt de voir une autre opération qui est la même pathologie, mais sur un enfant différent. Parce que moi, il faut quand même s'imaginer que je dois produire des illustrations un peu universelles. Ah oui. Donc l'idée, c'est pas que je représente un cas particulier, mais que je représente l'opération qui peut être faite à l'infini, en fait. Ouais. Donc très souvent, je viens voir plusieurs fois l'opération, au moins 2 fois, Ok. pour avoir une idée de comment ça peut se dérouler à chaque fois. Donc c'est quoi? C'est le médecin, il peut y avoir peut-être 2 à 3 mois de temps entre ta première et ta deuxième visite, et on te rappelle pour te dire, faut que tu reviennes, il y a une autre opération possible. Très souvent, le médecin me tient au courant en me disant, des fois c'est 2 jours avant, en me disant, tiens, là on va opérer quelqu'un. Alors souvent, elles sont programmées, ces opérations, c'est pas une opération qui est faite en urgence. Bien sûr. Donc elles sont programmées des semaines à l'avance. Alors sur l'hôpital Necker, c'est des opérations qui ont quand même lieu assez fréquemment parce qu'on est sur un des plus gros hôpitaux pédiatriques européens. Donc même ce type d'opération est assez courante. Mais si c'est un autre hôpital avec une opération un peu plus à la pointe, avec des dispositifs particuliers, ça peut être poussé sur plusieurs mois, éventuellement. Ok. Sur le fait que tu travailles beaucoup avec des... Enfin, c'est pas toi qui travailles avec des enfants, mais sur des cas d'enfants liés à ta connexion avec l'hôpital Necker, tu penses que ça rend la tâche plus dure ou pas que quand il s'agit d'adultes? Pour toi, hein, expressément, je parle pas des chirurgiens, mais est-ce que c'est beaucoup plus compliqué pour toi à gérer émotionnellement ou pas? En fait, dans le cadre de mon travail, je mets un peu de côté mon ressenti, un peu le moment où je suis dans le bloc ou dans l'hôpital. Mais tout dépend aussi du projet. Par exemple, ce projet-là en particulier était aussi à destination éventuellement des parents à qui il fallait expliquer l'opération dont allait bénéficier l'enfant. Donc, il y avait un côté créer des illustrations un peu sereines, comme je dis, pour apaiser. Souvent, c'est des pathologies très lourdes. Donc, les parents savent pas ce qui va se passer au bloc. Ils se doutent que ça va être très lourd. Ils savent que ça va durer longtemps. Et parfois, c'est même eux qui ont des questions en disant comment vous allez vous y prendre, en fait, pour améliorer la vie de mon enfant. Bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que moi, je prends du recul par rapport à ça. Je suis pas parent, donc je peux pas me mettre à la place d'un parent. Mais je me dis, bon, comment j'aimerais voir la chose quand ça concerne un enfant. Mais finalement, c'est assez universel quand on va faire une illustration. C'est vrai qu'on va peut-être mettre des moyens en place un peu différents en fonction du public à qui ça s'adresse. Mais les parents restent pour moi le grand public, de manière large, qui ne connaît pas le milieu médical. Et dans ce cas-là, je vais plutôt m'y prendre de la même manière. Ça arrive très rarement, je le précise, parce que c'est vrai que je ne sais pas si tu l'auras dans tes questions après, mais très rarement, je fais des illustrations à destination des enfants. C'est très souvent à partir de l'adolescence, on va dire. À une compréhension, en tout cas adulte, plutôt mature en tout cas. Donc disons à partir de 14-15 ans jusqu'à... Alors toi, tu fais les illustrations, certes, mais est-ce que tu es là
pour expliquer ton dessin, pour expliquer l'opération, ou pas du tout, ça c'est laissé au médecin? Alors très souvent, c'est le médecin qui donc, a besoin des illustrations, on lui donne, on lui précise, enfin lui nous aura précisé le cadre dans lequel il va les utiliser. Et après, c'est un peu lui qui va avoir la clé sur ce qu'il a envie d'en faire en termes d'utilisation. Donc nous, il nous aura dit, par exemple, c'est pour montrer aux parents pendant les consultations. D'accord. Et dans ce cas-là, on ne sera pas toujours là en consultation pour voir comment il utilise les illustrations. Ouais. Par contre, dans le cadre de mon travail et dans le cadre aussi de ma formation, j'ai été amenée à voir aussi la finalité de mes illustrations. Quand c'est un peu un cadre invisible, j'ai envie de dire, parce que quand c'est de l'édition, on sait que le livre il va être tangible, Ouais. on va pouvoir l'acheter, on va pouvoir le manipuler. Quand c'est dans le cadre réservé du chirurgien, on ne sait pas toujours après ce qu'il en fait. Mais du coup, j'ai eu l'opportunité de le vivre. Donc, cette même opération en termes neurologiques et partie maxillofaciale. Et c'est vrai que du coup, les parents, donc le médecin montrait les illustrations et j'étais à côté, je pouvais éventuellement compléter. Et c'était hyper intéressant de voir la réaction des parents en fait. Ouais. Et ce qui m'a vraiment touchée aussi, c'est de voir les parents après qui sont venus, qui sont venus parler avec moi en me disant mais c'est vous qui avez fait ça, c'est incroyable, on a tout compris. Enfin, merci d'être là dans le parcours de soins de notre enfant parce qu'en fait, C'est précieux quand même. vous êtes une aide précieuse. Ouais. Donc c'était touchant. Donc tu as un rapport quand même avec ces familles-là, enfin ça peut arriver. Ça peut arriver et j'ai eu la question aussi en disant est-ce que tu as l'impression qu'il y a un retour sur ton travail parce que c'est hyper important de se dire j'ai une profession qui n'est pas très courante mais est-ce que réellement elle est utile parce qu'on peut se poser la question quand même. Et les retours des parents ou des patients de manière générale qui ont vu les illustrations ont vraiment un retour très positif en disant mais c'est incroyable qu'on peut avoir quelqu'un de professionnel qui nous fournit des illustrations d'une qualité impressionnante. Je reviens aussi sur le fait qu'on ne peut absolument pas montrer de photos aux patients ou aux parents de ce qui se passe dans un bloc ou ce genre de choses, parce qu'un médecin, ça ne le choquerait pas. Un grand public, moi, j'ai eu le droit de prendre des photos pendant certaines opérations pour derrière faire mes croquis et mes dessins. Et quand j'étais à mon bureau, hors contexte médical, c'était dur de regarder les photos. Ah ouais. Donc je me dis, en fait, impossible, enfin les médecins le précisent, on ne peut pas utiliser des photos dans ce cadre-là. Un illustrateur est essentiel, on ne peut pas faire autrement. Donc ils disent, quand on n'a pas le choix, on fait nous les dessins, mais on est obligé d'avoir quelqu'un qui passe à un moment par du dessin où on extrait tout ce qui ne peut pas être montré. D'accord. Donc dans ce cas-là, moi je vais jamais, en fait ça sert à rien de mettre du sens sur les dessins, ça dépend le contexte, mais... Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as des couleurs que tu n'utilises pas, par exemple le rouge dans les explications, ça peut, dans le cadre d'une opération, ça peut choquer de voir par exemple, je sais pas moi, du rouge ou des coloris, des tendances en tout cas visuelles qui peuvent choquer parce qu'on essaye justement de dédramatiser ça et de le rendre accessible. Ça fait partie des consignes que tu t'imposes ou que tu as ou pas? Oui, alors que c'est pas forcément des consignes du médecin. Enfin, le médecin dit, le médecin va me préciser ce qu'il veut pas, donc il me dit ça c'est pas nécessaire, ça tu enlèves. On n'a pas besoin de tout ça. Moi, j'ai besoin de montrer que l'outil il fait comme ça, que à certains endroits, le muscle on va le mettre de cette manière. Enfin, lui il m'explique ce que je dois illustrer, donc c'est lui un peu qui séquence les illustrations qu'il a besoin. D'accord. Et moi, mentalement, je sais qu'il y a des choses que je vais un peu extraire parce que ça sert à rien de mettre que du rouge et du noir, qui sont des couleurs un peu sombre et effrayante, quoi, sombre et entre guillemets, effrayante, ouais. voilà. Donc je peux mettre du rouge, mais qui va peut-être pas symboliser le sang. Ah oui, d'accord. Le rouge va peut-être intervenir pour des moyens visuels, peut-être des éléments graphiques qui vont permettre de faciliter la compréhension, mais ils vont pas montrer du sang. Non. Parfois même, j'extrais certaines couleurs pour les changer par d'autres. D'accord, ok. Alors il y a des médecins qui aiment que ça puisse avoir des nuances proches de la réalité quand on présente un os, par exemple si on le met bleu, ça peut gêner certains médecins. Et autant d'autres aiment ce côté un peu aussi décalé de se dire là c'est de l'illustration, donc on peut aussi se soustraire à la réalité et faire quelque chose de plus tu n'es pas dans sensible. la reproduction à l'identique d'un dessin comme pourrait le faire un peintre qui peint un paysage. Complètement. Toi, c'est plus vraiment de la compréhension. Donc, les gens vont voir là, les photos qui vont défiler à l'écran. Pour ceux qui sont en podcast, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir dans les livres d'SVT, notamment. Oui, voilà, complètement. c'est ce genre d'illustration où il n'y a pas de sang, il n'y a pas le côté un peu effrayant, gore de la chose. Et puis on soustrait le cadre autour, donc il y a pas de, il peut y avoir un fond, mais très souvent c'est une illustration sur un fond blanc. Oui, voilà. Il y a quelque chose d'accessible. Et je dis toujours, mon métier n'est pas de représenter à l'exactitude ce que je vois.
C'est pas du tout le but. D'accord. Par contre, je me dois d'avoir une précision extrême pour le coup. Ok. Mais par contre, à moi de choisir les procédés que j'ai envie d'utiliser pour faire comprendre. Ouais, t'es libre Donc de on ça. n'est pas du tout dans la représentation de la réalité pure en termes de couleurs, de contraste et de point de vue, j'ai envie de dire. Mhm. C'est à moi après d'interpréter en gardant une grande précision parce qu'on reste dans le milieu médical. Oui, Donc on ne peut pas se permettre Non, de évidemment. faire des modifications qui pourraient influencer un peu Bien le... sûr. C'est sûr. Derrière, tout dépend aussi d'à quoi va servir les illustrations. Mais si c'est pour de la formation des médecins, par exemple, là, on ne peut pas se permettre de mal placer des choses anatomiquement, par exemple. Non, c'est Parce que clair. Ils eux sont très ont, précis, eux oui, ont pour le besoin coup. d'une précision extrême, surtout d'accord. si derrière, c'est amené à être une pratique chirurgicale D'accord. ou autre chose. Très clair. Tu me parlais tout à l'heure de... J'aime ramener le côté humain un petit peu de la chose, parce que comme tu me dis, quand tu rentres dans un bloc ou dans un monde hospitalier, tu fermes les écoutilles, quoi. Les émotions, elles restent dehors, elles peuvent pas rentrer. Quand t'en sors, tu as quand même cette mémoire-là. Est-ce que ça t'est arrivé d'être chahuté pendant un moment, par exemple, par une opération, par un contexte, par un visage même, simplement. Parfois, tu sais, c'est pas forcément la gravité ou l'intensité de l'opération. Ça peut être aussi simplement le fait qu'un visage d'un enfant t'ait touché émotionnellement et que le voir dans ce contexte te perturbe. Est-ce que tu as été amené à vivre ça, toi, dans ta profession ou pas? Alors le patient, je le vois finalement assez peu aussi. C'est facilitant dans le cadre où je ne connais pas la personne qui est en train d'être opérée, donc ça c'est facilitant. Oui. Très souvent aussi, j'arrive, l'enfant ou l'adulte est déjà endormi. Il y a des champs stériles qui sont positionnés, donc il y a quand même une espèce d'extraction où je me dis on est dans le cadre médical Ouais. et je vois pas tout en fait. D'accord. Donc finalement Ça c'est quand protège. même facilitant. Quand je sors du bloc, après c'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas l'appétence de pouvoir faire ça. Moi je sais que c'est un domaine qui me plaît et que je trouve passionnant, donc je me sens apte à pouvoir le faire. Je sais qu'aujourd'hui il y a des illustrateurs qui sont mes collègues aujourd'hui qui ne pourront jamais faire ça de leur vie parce qu'ils ne se sentent pas du tout capables d'entrer dans un bloc opératoire et de voir ça. Donc je me doute que peut-être j'ai un profil un peu particulier, mais du coup je pense pour l'instant réussir à créer une certaine distance. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça peut arriver quand je me replonge dans l'opération, Oui. je sais pas, quelques jours plus tard et que je commence à réaliser les dessins, ou je regarde à nouveau les photos éventuellement que j'ai pu faire ou les livres que m'a prêté le médecin. Et là, il peut y avoir une espèce de distance en me disant, ouais, j'ai quand même vu ça, quoi. Enfin, et là, sur le coup, extrait, c'est-à-dire de manière autonome, moi, dans mon bureau où je travaille, être toute seule d'un coup et encaisser les images qu'on voit, là, c'est peut-être un peu plus particulier, Oui, je quand crois. même, ouais. Parce que du coup, on est moins entouré à ce moment-là. Alors justement, parlant d'entourage, moi, je rentre du travail. Là, ce soir, je vais soit avoir ma femme au téléphone, lui parler, lui dire, j'ai rencontré Emma, on a parlé de ci, on a parlé de ça. J'extériorise, tu vois, tout ce que je vais avoir dans ma journée, qui, si on compare, est un peu moins chargé que toi quand tu vas dans un bloc opératoire. Mais toi, justement, il y a cette particularité un peu comme les médecins, tu sais, ils ont leur monde à eux, leur préparation, etc. T'arrives à en parler, toi, à ton entourage, de ce que tu fais, l'intensité de ce que tu fais ou pas? J'ai un entourage qui est très à l'écoute et très ouvert, donc on peut parler de plein de choses. Et j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est issu du milieu médical, donc c'est facilitant, en fait, on peut en parler. Ouais. Euh, il a moins de questions peut-être que quelqu'un qui connaîtrait rien. Ouais. Donc c'est facilitant parce qu'on peut vraiment en parler assez aisément. Et j'ai une famille qui est curieuse, pour autant qui n'est pas du tout issue du milieu médical. Donc, D'accord. enfin, c'est pas que je prends avec des pincettes, mais je leur raconte pas Oui, tout non plus, oui. c'est pas l'idée. Ouais. Mais ils savent ce que je fais, ils sont curieux parfois de me poser des questions, mais je leur dis pas des détails précis sur comment ça s'est Le petit passé. bout du crâne qui est ouvert en deux d'un enfant, ça tu l'as gardé pour moi, c'était... Oui, après ils ont vu les illustrations, donc ils se sont doutés que j'avais vu ça. Forcément, ouais, d'accord. Donc ils m'ont dit, mais t'as vu vraiment ça en vrai? C'est terrible. Mais, C'est terrible. Ok. mais ils m'ont pas posé des questions précises sur comment ça s'est passé dans le bloc. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a eu des reportages qui m'ont filmé dans le bloc. Donc après, ils se sont vraiment rendus compte parce que c'est pareil, c'est dur de s'imaginer. Ah bah t'interviens dans un bloc, mais t'es pas médecin. Enfin, C'est ça qui est c'est fou. hyper dur de s'imaginer Je ça. trouve ça dingue de se rendre compte du nombre de personnes qu'il peut y avoir dans un bloc. Quand moi je me projette, alors comme toi, j'ai pas bénéficié d'opérations importantes. Mais quand je me projette, je me vois avec le chirurgien, potentiellement les personnes qui peuvent l'entourer comme un anesthésiste, voilà, ou son équipe pour l'opération, de me dire
qu'il y a une jeune femme qui va venir faire des croquis de ma tête ouverte ou je ne sais quoi, bah, ça peut peut-être perturber. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une préparation vis-à-vis du patient ou de son entourage? Est-ce qu'ils sont mis au courant du fait que tu seras là? Je pense pas. D'accord. Il n'y a pas un Parce papier que signé, j'autorise. non, parce que finalement, en fait, je suis un peu invisible dans le bloc. J'interviens pas, je touche à rien. J'ai ma tenue stérile, donc je peux me promener au sein du bloc. Ouais. Mais finalement, au sein du bloc, même si à un moment j'ai envie de sortir, c'est assez libre finalement. D'accord. Et à aucun moment, moi, j'interviens au niveau du patient. Non. En fait, il faut s'imaginer que j'ai quand même de la distance. Alors, je m'approche parfois pour voir certaines choses, mais je suis bien dans une combinaison stérile. Oui. Donc, il peut rien se passer. Enfin, il peut rien se Oui, passer. tu n'as aucune incidence sur. Toutes les précautions sont prises. D'accord. Et il faut savoir que dans le bloc, il peut y avoir des étudiants, il peut y avoir des personnes en formation. Il peut quand même y avoir du monde dans le bloc. Alors, c'est pas une autoroute, il n'y a pas de la circulation, mais je veux dire, il y a quand même des gens qui sortent, Oui, oui, qui il y a des rentrent, gens, qui vont chercher du ouais. matériel. Ok. Enfin, et c'est vrai que moi, j'avais un peu cette idée aussi du bloc qui était un endroit hyper clos, Bah oui. où il y a le chirurgien, il n'y a que le chirurgien, ou alors ils sont deux, mais en fait, il y a quand même deux, trois infirmiers. Souvent, il y a un chirurgien, il peut y avoir un interne. Ouais. Enfin, il y a du monde quand même dans ce bloc. D'accord. Donc le patient, je pense même pas que lui, il sait réellement, pendant qu'il est opéré, qui c'est qu'il y a dans le bloc. Il connaît son chirurgien, mais il connaît rien d'autre. Ok. Donc moi, c'est un peu comme si j'étais une infirmière, un étudiant qui vient observer, parce qu'il y a très régulièrement des étudiants qui viennent voir comment ça se passe. Oui. Et dans ce cas-là, nous, on fait partie du bloc, c'est quand même des salles grandes. Oui. Donc C'est vrai. C'est vrai. on C'est peut vrai. être sur une chaise à côté, parfois on peut s'approcher un peu plus, on peut être du côté de l'anesthésiste, enfin... Ok. C'est vraiment quand même une pièce, c'est pas convivial, je vais pas en venir Non, on va jusque-là. pas manger là, mais, Non, on va pas manger là. Mais il y a Mais, quand même de la vie. Enfin, il y a de des la gens, vie il y a dans des ce choses bloc, qui se hein. passent. Il y a de la D'accord, vie. ok. On fait découvrir un métier aujourd'hui avec toi, donc je vais montrer toutes les facettes de ce métier. Il y a quand même une charge, je trouve, là on l'a abordé indirectement, mais une charge mentale qui est quand même importante, donc qui est à souligner pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour potentiellement faire ce métier-là. Toi, tu me disais que tu arrives à couper, enfin, tu arrives à l'extérioriser via ton partenaire ou via ta famille qui est curieuse. L'autre aspect que j'aimerais aborder, c'est l'aspect financier. Aujourd'hui, toi, tu m'as dit que tu étais indépendante, donc tu es à ton compte. Euh, Est-ce que cette partie-là, la partie médicale, est une partie de ton métier qui te permet d'en vivre exclusivement, ou est-ce que tu as besoin des à côté pour arrondir les fondements, en tout cas joindre les deux bouts, comme on dit? Alors c'est vrai que donc moi je suis indépendante, entre guillemets, j'ai pas eu beaucoup de choix si je voulais exercer cette profession parce que comme il y a peu de personnes qui font ça en France, aujourd'hui il n'y a pas à tout va des postes de salariés ou de ce genre de choses pour faire ce métier-là. Donc si j'avais vraiment envie enfin je suis formée à ça, si j'avais vraiment envie d'être illustratrice médicale, j'avais pas le choix que de me mettre indépendante. Donc ça a été un peu pas une décision difficile parce que c'est pas forcément ce que j'avais envie tout de suite, mais du coup comme ça me passionne et que j'ai une formation solide pour ça et que j'étais entourée de partenaires, de professionnels de santé qui avaient des besoins. J'ai senti qu'il y avait des besoins en fait. Mhm. Donc je me suis déclarée indépendante et aujourd'hui j'en vis complètement. Enfin j'ai des projets tous les mois, j'ai pas de temps mort. J'ai pas eu de temps mort depuis que je me suis lancée. Ok. Donc c'est une bonne chose. Ah oui, c'est une très bonne chose. Après Beaucoup d'indépendants aimeraient être dans cette situation. Après, je suis quelqu'un qui a une vie chargée, donc c'est vrai que je laisse pas trop de place à l'ennui et à tout ça, parce que je suis pas quelqu'un qui est comme ça, donc je comble. Mais du coup, c'est vraiment un métier qui me permet d'en vivre. Ok. J'ai à côté une petite activité d'enseignante aussi, parce que comme je le dis, j'ai comme cette appétence du milieu de l'apprentissage pédagogique, qui fait que je me suis un petit peu tournée aussi vers l'enseignement, parce que c'est un peu dans le sens de cette formation aussi qui vise à créer des illustrations liées à l'apprentissage. Bien sûr. Donc j'ai une petite partie d'enseignante à côté qui me permet aussi de compléter mon activité. D'accord. Le fait de faire appel à toi, par un médecin, enfin à un médecin ou un hôpital, combien ça lui coûte grosso modo? Ah bah ça dépend beaucoup du projet. D'accord. Parce que la charge de chaque projet est assez différente. Ok. Le médecin, il va vraiment me préciser ce qu'il a envie. Ça peut être un projet qui peut durer 1 mois, comme c'est un projet qui peut durer 1 an. D'accord. Donc c'est très varié. Peut-être qu'il aura besoin de 2 illustrations pour un article scientifique. C'est des choses qui sont publiées régulièrement. Et il y a peut-être 2 figures qui vont être insérées à cet article. Et dans ce cas-là, ça peut aller assez vite.
Ok. Il y a peut-être besoin de quelques échanges, de se rencontrer, mais ça peut aller assez vite. Si c'est vraiment comme une opération chirurgicale où, je sais pas, on va peut-être avoir 15 illustrations d'étapes particulières, Mhm. là, ça peut être long dans le temps. Ok. Et dans ce cas-là, si la mission, elle dure 6 mois, 1 an, Là, ce c'est ne plus sera pas le coûteux. même budget. Ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est pas forcément à la complexité de la tâche que ça devient plus cher pour ton client, c'est plus sur tout ce que ça demande de mettre en place dans le temps, les allers-retours, les échanges, voilà, c'est plus ça qui Puis, est... il peut y avoir des illustrations assez simples, c'est-à-dire que peut-être après un croquis en 2 ou 3 heures, ça peut être fait. Il y a des illustrations qui vont prendre une journée. Ok. Donc le coût va aussi être en fonction du temps que je vais passer à réaliser l'illustration. D'accord. Si elle est mise en couleur, il y a des illustrations des médecins qui veulent que du noir et blanc ou qui veulent que du dessin au trait. Dans ce cas-là, ça peut aller plus vite. Mais quand c'est mis en couleur, Oui. quand ça peut être contextualisé, aussi autour des projets, comme je suis graphiste aussi, il peut y avoir une certaine mise en page avec le projet. C'est-à-dire que l'illustration, elle n'est pas livrée directement, elle est insérée au cœur d'un projet que c'est moi qui réalise aussi. C'est un peu un projet de A à Z qui est construit. Et comme j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc, je peux proposer au médecin vraiment un projet complet. Et dans ce cas-là, ça peut être, si c'est un projet d'édition, ça peut mettre plus d'1 an à sortir vraiment de... Et donc, tu fais quoi? Tu as des missions qui se croisent? Et j'ai des missions qui se croisent du coup. Ah oui, du coup, oui. Parce que je me dis que pendant un an, tu n'es pas exclusivement avec un projet. D'accord. Alors très souvent, j'ai entre 2 et 3 projets en même temps. Ok. Ça peut être plus si c'est des petits projets. Et il y a des périodes où j'en ai qu'un parce qu'il est très prenant. Ouais. Mais très souvent, j'ai plusieurs projets. Ça me permet aussi de faire des allers-retours entre les projets parce que ça peut arriver que je sois bloquée sur un projet. Ça arrive où je bloque, je ne sais pas trop comment m'y prendre, ou l'harmonie colorée, j'y arrive pas, ou tout un tas de choses qui peuvent arriver sur le projet, ou alors le médecin, à un moment, ne peut pas me répondre pendant quelques semaines. Dans ce cas-là, ça peut couper un petit peu l'avancée du projet. Et du coup, j'ai d'autres projets à avancer. Donc ça, c'est bien pour moi. Ça me permet aussi chaque jour de compléter pour avoir des journées qui ne sont pas tout le temps axées sur le même projet. Et c'est beaucoup plus enrichissant pour moi. Bien sûr. C'est quoi justement là, ça me vient là comme ça à l'esprit, mais la difficulté la plus contraignante que tu peux rencontrer, c'est quoi justement? C'est ce manque d'inspiration qui peut être lié aux demandes spécifiques d'un docteur? Ou est-ce que c'est, je sais pas, une demande du docteur qui n'est pas encore assez précise et qui fait que tu piétines pendant de longs moments? C'est quoi la difficulté majeure que tu rencontres qui te bloque? Alors la grande difficulté, peut-être que d'autres vont me rejoindre sur la partie et graphique et illustration scientifique, c'est parfois le médecin ne donne pas assez de contraintes. Alors c'est un peu comme ça, on se dit mais pourquoi elle dit qu'il donne pas assez de contraintes? Parce que plus j'ai de contraintes, plus c'est facile. Ouais, plus c'est précis pour toi. Plus c'est précis, plus je sais exactement où je vais. Par contre, quand c'est large, c'est-à-dire que le médecin me dit ben oui, j'aime bien ce que vous faites ici, mais j'aime bien aussi ce style-là, mais j'aime bien ce style-là aussi. J'ai besoin de ça, mais laissez parler votre créativité. Là, c'est plus bloquant parce qu'en fait, j'ai le champ des possibles devant moi. Trop de choix, tu le choix. Et trop de choix, tu le choix. Donc, plus il y a de contraintes pour n'importe quel client, mieux c'est pour moi. Ok. Bon, à bon entendeur. Et ma question sur le budget, tout à l'heure, sur l'aspect financier. Grosso modo, si on donne une fourchette, en moyenne, sur l'année, toi, tu as un salaire de combien à peu près? Grosso Alors, modo. je lis ça un peu parce que c'est vrai qu'il y a des mois où Évidemment. je peux gagner moins, il y a des mois où je peux gagner plus. Mais grosso modo, ça peut aller de 2000 euros à peut-être 3500 actuellement. D'accord. Donc, je suis encore considérée comme junior. Ok. Donc, Parce que ça fait combien de temps que tu es dans la profession? ça fait 2 ans que je suis diplômée. Donc, Ouais. c'est pas très... Ouais. C'est encore jeune, en fait, dans la profession. Donc ça reste encore nouveau. Et donc, il faudra voir dans le temps, après, la manière dont ça se lisse. C'est une bonne base. D'accord. C'est une bonne base. Dans le salaire et dans le monde du salaire actuel, c'est quand même une bonne base. Donc, mais bon, c'est un énorme travail, c'est un énorme chantier. Donc, je trouve important de donner tous les éléments. C'est pour ça que je te parle du salaire. Ma dernière question. Je suis encore sous le choc du truc du crâne ouvert et tout, mais je vais m'en remettre. Mais quand même, ne m'épargne pas. Si tu dois me donner, entre guillemets, un top 3 des plus grosses opérations auxquelles tu as assisté, qui t'ont le plus marqué, que sont-elles? Alors, j'ai pas exploré tous les champs de la chirurgie, parce qu'il y a beaucoup de domaines en chirurgie. Ça fait que 2 ans que tu es que Ça t'es fait que diplômé, 2 ans. on va te donner Donc, un peu de temps. j'ai pas vu
tous les champs de la chirurgie. Mhm. Mais le plus impressionnant reste la neurologie, parce que je trouve que ce qui touche à la tête, au cerveau, il y a quelque chose de... Enfin, même comme ça, quand on nous regarde l'humain en général, je trouve que la tête, c'est une partie qui je trouve, la plus sensible. Parce que du coup, c'est là où on voit les émotions, c'est là où il y a quelque chose qui se passe avec une personne. Donc bon, la tête reste un sujet d'ailleurs qui m'inquiétait un petit peu avant d'aller au bloc opératoire, parce que quand je sais que ça allait toucher à la tête, on ne sait pas toujours comment on va réagir. Donc la neurologie est assez impressionnante. La partie maxillofaciale l'est aussi. Donc maxillofaciale, c'est la partie maxillaire, la mandibule aussi, donc toute la partie du massif facial. C'est impressionnant aussi parce que ça peut toucher au nez, ça peut toucher aux yeux, ça peut toucher à toute la partie mâchoire, liée à la bouche aussi. Donc c'est impressionnant. Et à la troisième marche, je mettrais la partie cardiologie, je pense. Donc toi, tu as déjà vu un cœur, tu as déjà vu... Alors, et en vidéo, et en photo, et une fois en opération. Et du coup, impressionnant parce que la complexité du cœur est assez incroyable. Moins impressionnant que la partie faciale parce qu'on voit moins, en fait, tout simplement. Il y a un champ stérile qui couvre tout, on voit juste la petite partie qui est ouverte où on accède au cœur. Et du coup, un peu moins impressionnant. Par contre, comme on sait que ça touche au cœur, et que c'est minuscule, et que là, c'était une opération faite sur les cordages des valves. Donc, il y a quelque chose d'assez minutieux. C'était presque... enfin, c'est presque poétique. C'est bizarrement dit comme ça, parce qu'on sait qu'on touche au corps humain, mais il y avait quelque chose d'assez poétique, mais impressionnant. C'est fascinant. Ouais. Merci, Emma. Mais... C'était fascinant, franchement. Alors d'une, comme je t'ai dit, j'avais aucune idée de l'existence de ton métier avant de te contacter. Donc c'était très intéressant pour moi. Mais je trouve que voilà, avoir les facettes comme ça de tout ce qui se passe, de tout ce à quoi tu as accès, aussi de savoir un peu tout ce qui se passe dans un bloc opératoire, c'est intéressant. Donc merci beaucoup, c'était un moment très agréable. J'espère que ça l'a été pour toi aussi. C'était super, merci. Tant mieux. Et puis pour tous les autres, on se retrouve très vite sur Vivre avec d'autres personnes un peu comme cette dame-là, voilà, qui ont l'air un peu normaux comme ça, mais au final avec un parcours et une existence hors du commun. À bientôt. Ciao.